Imaginez, vous êtes devant votre ordinateur, seul. Il est 18h15, 3 janvier 2009. Vous venez de créer la première monnaie qui défiera les banques centrales du monde entier. Vous pouvez inscrire n'importe quoi dans ce premier bloc. Un message pour l'éternité, visible par tous. Pour toujours. Qu'écririez-vous? Un poème? Votre nom? Une blague? Satoshi Nakamoto choisit 45 caractères. Une seule phrase tirée du Times de Londres? Le chancelier sur le point de renflouer les banques pour la deuxième fois. Vous pensez que c'est neutre? Une simple date? Détrompez-vous. C'est une déclaration de guerre. Contre qui? Contre le système qui vient de s'effondrer 4 mois plus tôt. Contre les banques que les États sauvent avec Véoterre Argent. Contre un monde où ceux qui cassent ne paient jamais la facture. Bitcoin n'est pas né d'une idée technique brillante. Bitcoin est né de la colère, de l'injustice, du ras-le-bol. Voici l'histoire que personne ne vous raconte. Pour comprendre ce message, revenons 4 mois en arrière. 15 septembre 2008. Imaginez que vous vous réveillez un lundi matin. Vous allumez les infos. Et là, vous apprenez que Lehman Brothers vient de disparaître. Lehman Brothers. 158 ans d'existence. 613 milliards de dollars d'actifs. Volatilisés en 24 heures. C'est comme si demain, Apple disparaissait. Pouf. Plus rien. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, AIG, le géant de l'assurance qui protège vos économies, vacille. Le gouvernement américain sort le chéquier. 85 milliards de dollars. En urgence. Sans même demander au Congrès. Attendez. Qui décide ça? Qui vote? Personne. 3 personnes dans un bureau. Et hop, 85 milliards. Une semaine plus tard. Washington Mutual. La plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine. Puis Merrill Lynch. Puis Wachovia. Puis Citigroup. Imaginez des dominos. Sauf que chaque domino pèse 1000 milliards de dollars. Et qu'ils tombent tous. Les uns après les autres. Les gouvernements paniquent. États-Unis, Europe, Japon. Partout, la même réaction, ouvrir le robinet à feu. Combien ils injectent? 700 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Plan Paulson. Voté en urgence. Sans condition. Les banques prennent l'argent. Versent des bonus à leurs traders. Puis recommencent leur connerie. En Europe, même cirque. La Grande-Bretagne nationalise Northern Rock. L'Islande voit ses 3 banques principales exploser. L'Irlande garantit toutes les dettes bancaires. 600 milliards d'euros. D'un coup. Vous voyez le truc? Quand vous faites une erreur, vous payez. Quand les banques font une erreur, c'est Veus qui paye. Pour elles. Les traders de Lehman qui ont empoché des millions en bonus avant la chute. Ils ne rendent rien. Zéro. Nada. Stanley O'Neill, PDG de Merrill Lynch. 161 millions de dollars de parachute doré. Après avoir coulé sa banque. Pendant ce temps, des millions de familles perdent leur maison, leurs économies, leur boulot, votre compte épargne, divisé par 2. Votre retraite, envolée. Votre maison, saisie. Mais les banques, elles, sont sauvées. Par magie. C'est dans ce contexte qu'apparaît un document mystérieux. 31 octobre 2008. Sur une obscure liste de diffusion pour cryptographes. Un PDF. 9 pages, signé par un certain Satoshi Nakamoto, un nom japonais. Mais personne ne connaît ce type. Titre Bitcoin à peer-to-peer Electronic Cash System. Le document décrit une monnaie numérique. Pas de banque centrale. Pas d'intermédiaire. Pas d'État. Juste du code informatique. Les réactions? Ouais, encore un rêveur. Ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas la première tentative. Hashcash, BitGold, Bmoney, tous sont plantés. Tous ont buté sur le même problème. Le problème, c'est simple, comment empêcher quelqu'un de copier de l'argent numérique. De dépenser 2 fois le même Bitcoin. Dans le monde physique, facile. Vous me donnez un billet de 20 €, vous ne l'avez plus. Mais dans le monde numérique, un fichier peut être copié à l'infini. La solution classique. Une banque, une autorité centrale, qui dit « Ok, cette transaction est valide » et qui tient les comptes. Satoshi propose autre chose. Un registre public, distribué sur des milliers d'ordinateurs, où chaque transaction est gravée, pour toujours. Et tout le monde peut vérifier. Personne n'y croit. Et puis, 3 janvier 2009. Satoshi passe à l'action. Si vous commencez à comprendre que Bitcoin n'est pas juste de la tech, mais une réponse politique à une crise réelle, abonnez-vous à la monnaie souveraine. Chaque semaine, on décrypte comment l'argent est vraiment créé, manipulé, détruit. Parce que celui qui comprend l'argent comprend le pouvoir. Et vous méritez de comprendre. 18h15. 3 janvier 2009. Satoshi lance son logiciel. Sur son ordinateur. Quelque part dans le monde, il mine le premier bloc Bitcoin. Le bloc Genesis. Le bloc 0.
Dans ce bloc, il peut écrire ce qu'il veut. C'est comme graver quelque chose sur la première pierre d'une cathédrale. Ça restera là, pour l'éternité. Il choisit une ligne du Times de Londres, l'édition du jour même. The Times 3, John Barr oblique 2009 Chancellor on brink of second bail-off for banks. Pourquoi ce message précis? 3 raisons ultra intelligentes. Première raison, prouver la date. Le Times du 3 janvier existe physiquement. N'importe qui peut aller vérifier à la bibliothèque. Donc, Satoshi prouve qu'il n'a pas créé Bitcoin avant, qu'il n'a pas triché, qu'il n'a pas préminé des millions de Bitcoin en secret pour s'enrichir. C'est comme signer un contrat avec le journal du jour en photo. Indiscutable. Deuxième raison, choisir un camp. Ce n'est pas un article anodin. C'est un article sur les banques. Sur un EUVAU, plan de sauvetage. Le deuxième. Alors que le premier n'a rien résolu. Le chancelier, c'est le ministre des Finances britannique. Il prépare 500 milliards de livres pour sauver Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays. Encore. Toujours. Les mêmes. Satoshi aurait pu choisir n'importe quel titre ce jour-là. Obama, élu président. Conflit à Gaza, n'importe quoi. Mais non. Il choisit celui sur les banques, délibérément. C'est un message politique. Troisième raison, envoyer un manifeste. Le message est clair, regardez. Regardez ce que font les banques. Regardez ce que font les États. Ils vous volent. Ils socialisent les pertes. Ils privatisent les profits. Et personne ne peut rien faire. Personne ne vote. Personne ne contrôle. Bitcoin propose une alternative. Un système où personne ne peut décider de vous sauver ou de vous ruiner. Parce qu'il n'y a personne aux commandes. Mais comment ça marche, concrètement? Imaginez un grand cahier. Un cahier de compte. Où tout le monde peut écrire. Mais où personne ne peut effacer. Chaque fois que quelqu'un envoie un Bitcoin, c'est écrit dans le cahier. Une fois. Pour toujours. Impossible de modifier. Impossible de tricher. Qui tient ce cahier? Personne en particulier. Des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Chacun a une copie du cahier. Si quelqu'un essaye de falsifier sa copie, les autres disent non, ta copie est fausse, et la rejettent. Le système se protège tout seul. Pas besoin de banque. Pas besoin de police. Le code fait le travail. Comment créer de nouveaux bitcoins? Par le minage. C'est comme une loterie mathématique. Des ordinateurs résolvant des équations super complexes. Le premier qui trouve la solution gagne une récompense. 50 bitcoins au début, puis 25, puis 12,5. La récompense diminue tous les 4 ans. Pourquoi? Pour contrôler l'inflation. Combien de bitcoins au total? 21 millions. Maximum. Codé dans le programme. Immuable. Gravé dans le marbre. Vous voyez la différence avec le dollar, avec l'euro. Les banques centrales peuvent imprimer autant qu'elles veulent. En 2008, elles ont imprimé des milliers de milliards. Sans limite. Sans contrôle. Bitcoin, c'est le contraire absolu. C'est comme si vous aviez un stock d'or limité. 21 millions de pépites. Pas une de plus. Jamais. Et ça, Satoshi l'explique clairement dans ses premiers messages sur le forum Bitcoin Talk. Le problème fondamental des monnaies classiques, c'est la confiance. On doit faire confiance à la banque centrale pour ne pas dévaluer. Mais l'histoire est pleine de trahison. Il continue. Les banques doivent être de confiance pour garder notre argent. Mais elles le prêtent par vagues de bulles de crédit avec à peine une fraction en réserve. Traduction en langage normal, les banques promettent de garder votre argent. Mais en réalité, elles le prêtent 10 fois, 100 fois. Et quand tout le monde veut retirer en même temps, faillite. Satoshi ne cache rien. Le système bancaire est pourri. Les États sont complices. La seule solution? Sortir du système. Mais qui est Satoshi Nakamoto? Mystère total. Pseudonyme. Peut-être un mec seul. Peut-être un groupe. Prétendument japonais selon son profil. Mais son anglais est parfait. Britannique même. Bloody hard. Des expressions typiques du Royaume-Uni. Ses heures de connexion? Jamais entre 5h et 11h du matin UTC. Donc probablement européen ou américain. Certainement pas japonais. Son niveau technique? Extraordinaire. 31 000 lignes de code. Sans bug majeur. Une architecture élégante. Solide. Pensée pour durer des décennies. Satoshi mine environ 1 million de bitcoins. Entre janvier et juillet 2009. Puis il ralentit. Laisse d'autres rejoindre. D'autres contribuer. En décembre 2010, il disparaît. Son dernier message public 26 avril 2011. À un développeur. Je suis passé à autre chose. Depuis, silence radio complet. Ces bitcoins, jamais bougé. 1 million de bitcoins. Valeur aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars. Intouché. Personne n'y touche. Certains pensent qu'il est mort. D'autres qu'il a perdu ses clés. D'autres encore qu'il observe. Qu'il attend. Mais son identité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il a créé. Avance rapide. 2011. Bitcoin vaut $1. Un seul. Les geeks s'échangent des bitcoins. Certains achètent des pizzas avec. D'autres des jeux vidéo. Tout le monde s'en fout. C'est un truc de nerd. 2013. Bitcoin explose. $1000. Les médias découvrent. La monnaie de l'internet. Le futur de l'argent. Puis boum. Mongox, la plus grosse plateforme, se fait pirater. 850 000 bitcoins disparaissent. Panique. Bitcoin est mort. Sauf que non. Bitcoin survit. 2017. Bulle géante. Bitcoin grimpe à $20 000.
Votre oncle en parle au repas de Noël. Votre coiffeur vous demande si vous en avez, puis retombe à 3000. Les sceptiques crient victoire. On vous l'avait dit. C'est fini. Mais Bitcoin ne meurt pas. Il tient. Il résiste. 2020. Covid. Le monde se confine. Les économies s'arrêtent. Et les États, ils impriment. Comme des malades. États-Unis. 3000 milliards de dollars créés. Europe 1000 milliards d'euros. Japon, Chine, partout pareil. La planche à billets tourne à fond. Exactement ce contre quoi Satoshi mettait en garde 12 ans plus tôt. Et Bitcoin, il explose. De 5000 dollars en mars 2020 à 69 000 en novembre 2021. Pourquoi? Parce que les gens comprennent enfin. Quand les banques centrales impriment, votre argent perd de la valeur. Votre salaire vaut moins. Votre épargne fond. Bitcoin, lui, reste fixe. 21 millions. Pas un de plus. Jamais. 2024. Bitcoin atteint 125 000 dollars. Et là, le twist. Les institutions financières entrent dans le game. BlackRock. Fidelity. Les mêmes banques que Bitcoin était censé combattre. Ironie. Trahison. Victoire. Les trois à la fois. Bitcoin a gagné. Il est devenu trop gros pour être ignoré. Trop important pour être interdit. Même Wall Street doit capituler. Mais voici le paradoxe qui dérange. Bitcoin devait être une alternative aux banques. Aujourd'hui, ce sont les banques qui le vendent, qui le tokenisent, qui l'intègrent dans leurs produits financiers. Bitcoin voulait être une révolution. Il est devenu un actif, une classe d'investissement comme une autre. Est-ce une trahison ou une consécration? Les puristes disent, ce n'est plus Bitcoin. C'est juste un produit financier de plus. Les pragmatiques répondent, Bitcoin a gagné. Il a prouvé qu'une monnaie décentralisée peut exister, peut prospérer, peut défier les États. Et puis il y a ceux qui regardent le message du 3 janvier 2009. Chancellor on break of second value for banks. Et qui se posent la vraie question. Satoshi a-t-il gagné? Les banques ont-elles été punies? Non. Elles sont plus grosses, plus puissantes. Les États continuent de les sauver. 2020, 2023, Silicon Valley Bank. Chaque crise, même scénario. Mais quelque chose a changé. Radicalement. Aujourd'hui, 200 millions de personnes possèdent des bitcoins. Des gens normaux. Pas des traders de Wall Street. Des familles. Des travailleurs. Des citoyens lambda. Ils ont choisi de sortir. Partiellement. Symboliquement. Mais concrètement. Ils ont dit, je ne fais plus confiance aux banques. Je ne fais plus confiance aux États qui les protègent. Je préfère un code informatique transparent à une promesse politique. Et ça, c'est la vraie victoire de Satoshi. Pas Bitcoin à 100 000 dollars. Pas les ETF de BlackRock. Pas Wall Street qui capitule. La victoire, c'est que des millions de gens ont compris le message du 3 janvier 2009. Ils ne veulent plus être les garants des erreurs des autres. Alors, question pour vous, les banques centrales continuent d'imprimer. Les États continuent de s'endetter. Les banques continuent de spéculer. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi en commentaire, Bitcoin est-il la solution ou juste une nouvelle bulle qui finira comme les autres? Et si cette histoire vous a ouvert les yeux, partagez-la. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ne savent pas. Qui pensent encore que les banques sont là pour les protéger. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend vraiment? Première leçon, les crises créent les révolutions. Bitcoin n'est pas sorti d'un laboratoire universitaire. Il est né de la rage, de l'injustice, du sentiment d'impuissance face à un système pourri jusqu'à l'os. Sans 2008, pas de Bitcoin. Ou en tout cas, pas ce Bitcoin. Pas cette urgence. Pas ce message gravé dans le premier bloc. Les révolutions ne naissent pas dans le confort. Elles naissent dans la douleur. Deuxième leçon, le code est politique. Vous pensez que la technologie est neutre. Erreur. Satoshi aurait pu créer une monnaie technique. Pas politique. Juste un outil. Il a fait exactement le contraire. Il a inscrit un manifeste dans la blockchain. Pour toujours. Indélébile. 21 millions de bitcoins maximum. C'est un choix politique. Pas de banque centrale, politique. Décentralisation absolue, politique. Bitcoin n'est pas un outil neutre. C'est une déclaration d'indépendance monétaire. Troisième leçon, la confiance est le problème. Pas la solution. Les banques n'ont pas fait faillite en 2008 à cause de bugs informatiques. Elles ont fait faillite à cause de la cupidité, de l'irresponsabilité, du mensonge systémique. Bitcoin propose autre chose, ne fait confiance à personne. Vérifie tout. Don't trust, verify. Le mantra des bitcoiners. Tu ne fais pas confiance à un État. Tu ne fais pas confiance à une banque. Tu vérifies le code source. Tu vérifies la blockchain. Tu contrôles tes clés privées. C'est la première fois dans l'histoire qu'une monnaie dit « ne me fais pas confiance ». Vérifie-moi. Quatrième leçon, les systèmes monétaires sont plus fragiles qu'on ne le pense. 2008 a prouvé qu'un système bancaire qui existe depuis des siècles peut s'effondrer en quelques jours. Lehman Brothers, 158 ans. Disparu en 24 heures. Bitcoin propose une alternative. Pas forcément meilleure. Pas forcément parfaite. Mais différente. Résiliente. Distribuée. Si un ordinateur tombe, Bitcoin continue. Si un pays interdit Bitcoin, Bitcoin continue. Si Satoshi meurt, Bitcoin continue. Aucun point de défaillance unique. C'est ça, la puissance de la décentralisation. Dernière leçon, l'anonymat est une arme stratégique. Satoshi a disparu. Volontairement. Pour que Bitcoin survive. Pour qu'il ne devienne pas la monnaie de Satoshi. Pour qu'aucun gouvernement ne puisse arrêter, le poursuivre, le faire taire, le traîner devant un tribunal. En disparaissant, Satoshi a rendu Bitcoin immortel. Parce qu'on ne peut pas tuer ce qui n'a pas de tête. Voici la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Le 3 janvier 2009, un inconnu a gravé un message. Un acte de rébellion. Une déclaration d'indépendance monétaire. 16 ans plus tard, les banques continuent leur magouille. Les États continuent de les protéger.
Les crises continuent de se répéter. Mais quelque chose a fondamentalement changé. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez rester dans le système. Faire confiance aux banques. Espérer qu'elles ne s'effondrent pas. Espérer que les États les sauveront encore. Avec votre argent, encore une fois. Ou vous pouvez sortir. Partiellement. Progressivement. Mais concrètement, Satoshi vous a ouvert une porte le 3 janvier 2009. À vous de décider si vous franchissez le seuil.